Je vais enchaîner avec les données sur la récupération. J'ai choisi en fait de travailler sur ce thème parce que en fait, il faut des fois avoir des données de la littérature, mais il faut aussi donner des recommandations sur le terrain. Et donc, moi, étant un homme de science, c'est-à-dire j'ai fait énormément de recherches, mais aussi j'ai fait beaucoup de carrière dans la préparation physique. Et j'ai remarqué qu'il y a énormément de manque de données ou bien de relations entre les préparateurs physiques et les scientifiques. Donc, je vais essayer dans cette présentation de vous montrer la relation et d'essayer d'avoir des recommandations pratiques. On fait de la recherche, oui, mais la recherche, s'il n'y a pas de recommandations pratiques, elle sert pratiquement à rien. Voilà. Donc, un pôle très important dans l'entraînement, c'est le pôle donc, où on quantifie l'entraînement, la charge d'entraînement. Et dans ce pôle, il y a l'intensité de l'entraînement, le volume de l'entraînement, le volume d'exercice, le volume de la séance, la fréquence des séances, d'accord? Et il faut qu'on garde aussi la progressivité des principes de l'entraînement, la continuité, la solidité, tout ça pour réussir l'entraînement et ou la compétition. Il y a un autre pôle qui est très important, c'est le pôle récupération. Alors ce pôle, il est souvent, d'accord, on fait attention énormément à tout ce qui est entraînement, et on oublie que ce pôle il est aussi important, et je dirais maintenant dans les grandes équipes et où on fait de la performance, on donne une importance capitale à cette récupération, et on va voir dans la récupération c'est quoi les aspects dont on doit faire attention, d'accord? Donc il ne suffit pas de bien entraîner les joueurs, mais on doit les entraîner pour aller aussi après enchaîner sur cette période de récupération très importante. Il y a quelque chose d'interprète. Radio. Donc, pourquoi en fait cette période de récupération est importante? Parce que durant cette période de récupération, il y a la reconstruction des réserves et des substrats énergétiques. Donc, il y a une récupération énergétique, c'est-à-dire toute l'énergie qu'on a consommée pendant l'activité, pendant l'entraînement ou la compétition, on doit la restaurer. Et cette énergie, elle concerne généralement les glucides. Pourquoi les glucides? Parce que c'est le substrat référentiel au cours d'activité intense et d'activité de haute intensité. On consomme le glycogène et on doit le récupérer par si on est sédentaire, c'est vraiment très dangereux de manger des glucides en plus, mais pour le sportif, il doit à l'inverse récupérer et restaurer l'énergie qu'il a consommée pendant l'activité. Alors le deuxième point qui est très important aussi, l'élimination des toxines et des déchets, les déchets qui sont des déchets métaboliques, d'accord, comme l'urée, l'acide urique, l'acide lactique, le phosphate inorganique, l'azote, d'accord, l'acidose. Il faut vraiment éliminer ces toxines, et cette élimination des toxines, elle peut se faire aussi par ce qu'on appelle la récupération active. On va voir tout à l'heure une comparaison entre une récupération active avec une récupération passive pour voir l'importance de la récupération active pour éliminer les déchets. Restaurer les cellules musculaires endommagées, et là on parle de réparer les muscles, c'est-à-dire réparer et restaurer le muscle par un apport en acides aminés. D'ailleurs on voit maintenant les sportifs tous prennent ce qu'on appelle des protéines comme le protéine whey, ou bien ils prennent aussi le BCAA, les acides aminés branchés. Et en fait, ces acides permettent de récupérer au niveau des muscles endommagés, parce qu'au cours de l'activité physique et au cours du sport de haut niveau, on a des micro-traumatismes, et ces micro-traumatismes, c'est des lésions en fait, qu'on doit réparer par un apport alimentaire adéquat en acides aminés et en protéines adéquates pour le muscle. Amélioration du drainage sanguin et lymphatique, il y a toutes les techniques de massage qui vont nous aider à bien récupérer, à drainer en fait ce qui se passe au niveau musculaire et sanguin. Soulagement des tensions musculaires, évacuation de la tension nerveuse par des techniques qui peuvent être des techniques de récupération, de respiration, de massage, ainsi de suite. Il y a la prévention et la diminution des risques de blessures, parce que finalement, lorsqu'on optimise la récupération, on a moins de risques de
une bonne récupération, elle permet d'aborder la séance d'après avec un maximum de ses capacités. Et donc, pourquoi pas optimiser la récupération? On optimise maintenant pas seulement l'entraînement, mais on optimise aussi la récupération. Optimiser la récupération, ça veut dire que pourquoi pas avoir, par exemple, une supplémentation alimentaire, faire de la récupération active, utiliser des techniques de massage, utiliser la stimulation électrique. Le professeur Bayard il a parlé de la stimulation électrique. On va voir que cette stimulation électrique elle peut être une technique qui aide à la récupération, surtout pour des fréquences basses. D'accord? Alors la récupération, la règle des 4 R, c'est quoi la règle 4 R? On va les voir tout de suite. Donc réhydrater, c'est-à-dire aussi l'aspect hydrique, et récupérer au moins l'eau qu'on a consommée ou bien qu'on a évacuée par la sueur, remplacer l'eau perdue, de restocker l'énergie, faire le plein d'énergie glucide, réparer les muscles, comme j'ai bien dit, et relaxer, se reposer, se détendre. Ça permet de relaxer les muscles et avoir une bonne récupération. Alors, l'importance du sommeil, aujourd'hui, j'ai discuté avec un de vos collègues par rapport à son poster, par rapport au sommeil, l'importance du sommeil, et il a été montré que les athlètes qui dorment en moyenne moins de 8 heures par nuit ont 1,7 fois plus de risque de se blesser que ceux qui dorment plus de 8 heures. Ça veut dire que plus on dort plus de 8 heures, on a moins de risque de se blesser. Et donc, c'est très important de donner des heures de sommeil suffisantes pour l'athlète. Alors, si on est en manque de sommeil, là, il y a des techniques comme la sieste, par exemple, qui est une technique, le napping, qui est des techniques qui permettent de un petit peu récupérer les heures de sommeil qu'on n'a pas effectuées. Il y a énormément d'études sur le sommeil et sur la sieste en particulier. Il a été montré que cette sieste, par exemple, lorsqu'elle est effectuée, avait un effet positif sur tout ce qui est la fonction cognitive, sur l'endurance aussi, et sur tout ce qui est psychomotricité, la performance des habiletés motrices, la coordination. Donc c'est important d'avoir une sieste si on a un manque de sommeil, et même c'est conseillé pour les sportifs d'avoir une sieste. Alors maintenant il faut voir l'heure de combien la durée de cette sieste, et donc on va essayer de voir ici aussi des études qui ont montré que la sieste sur la performance lors du test navette de 5 mètres, avec la meilleure distance, d'accord, avec une augmentation de la distance totale et une diminution de l'indice de fatigue. Par contre, la sieste n'a pas donné un impact sur la force musculaire, d'accord. Donc, les recommandations après une nuit de sommeil normale, une sieste de 25 à 90 minutes est bénéfique pour la performance d'endurance sans effet significatif sur la force musculaire. Alors, des recommandations pratiques, comme je vous ai promis. Alors, des recommandations pratiques par rapport à la sieste en journée avant les sessions d'entraînement de l'après-midi et où les compétitions pourraient être recommandées comme moyen pour compléter le sommeil nocturne, déjà des fois perturbé par énormément de paramètres. Par exemple, le ramadan est un paramètre qui perturbe le sommeil, le cycle veille-sommeil et le sommeil nocturne, en particulier dans les pays arabes. Améliorer les performances athlétiques, programmer l'entraînement technique pendant le matin et introduire la possibilité de faire une sieste afin de mieux maîtriser les compétences sportives. 90 minutes pourrait être la durée optimale d'une sieste, et une durée d'au moins 1 heure entre la fin de la sieste et le début de l'exercice est recommandée pour éviter ce qu'on appelle l'inertie de sommeil, parce qu'en fait, avant l'entraînement, on arrête la sieste et obligatoirement, il faut récupérer 1 heure avant de commencer l'activité physique pour ne pas tomber dans l'inertie du sommeil. Alors, pour le sommeil en général, il faut préparer ce sommeil avec des recommandations, un environnement calme, maintenir la température ambiante, s'assurer de la literie des vêtements ne provoquant pas un environnement trop chaud, routine de sommeil, c'est-à-dire toujours heure constante chaque nuit pour le début, parce qu'on est programmé sur le plan biologique. Éviter la caféine et l'ingestion d'aliments et de liquides avant le sommeil. Éviter l'utilisation d'ordinateurs
de la tablette, donc tout ce qui est lumière ultraviolet, faire une sieste plus tard, au plus tard en milieu d'après-midi. Toutes ces recommandations sont très importantes et parce qu'on sait très bien que pendant le sommeil, il y a l'anabolisme, il y a la récupération, il y a donc un sommeil, le sommeil, on dit le sommeil est réparateur, il va réparer les tissus endommagés et c'est très important de se donner le temps de bien dormir avec de bonnes conditions. Alors, la question de la lumière elle est aussi très importante parce que plus on est dans un environnement sombre, plus on va sécréter la mélatonine, qui est l'hormone responsable de l'endormissement. Et des fois, il ne faut jamais laisser les allumés parce qu'on aura moins de sécrétion de mélatonine. Alors, des fois, maintenant aussi, chez les sportifs, on donne une supplémentation en mélatonine pour améliorer la qualité de sommeil. Alors, je passe à une technique maintenant de récupération qui est l'immersion en eau froide pour la récupération dans le sport. Et ça, en fait, c'est un petit peu maintenant devenu à la mode. C'est quoi à la mode? C'est faire ces bains de glace. Pourquoi? En fait, c'est quoi l'objectif? L'objectif, c'est diminution de l'inflammation post-exercice et améliorer la réactivation vagale post-exercice. Alors, les effets positifs sont réduire les douleurs musculaires post-effort, améliorer la qualité de sommeil pendant les périodes intensives. Donc, l'immersion en eau froide. Par contre, il faut faire attention parce qu'il y a des effets aigus qui peuvent limiter en fait les adaptations, surtout au niveau des cellules satellites, à l'entraînement de force. Donc, si on fait un entraînement de force, eh ben, on sait très bien si on enchaîne directement avec des bains de glace, ça limite les effets aigus. Et si on le répète à chaque fois, on aura peut-être une diminution de l'effet chronique de l'entraînement de force. Donc, ce n'est pas conseillé de faire des bains de glace après un entraînement de force. Et il peut affecter aussi donc, les adaptations à long terme de l'entraînement de force. Donc ça, on le voit de plus en plus dans la pratique. Il y a énormément de préparateurs physiques qui toujours programment en fait ces bains de glace, alors qu'il faut les programmer d'une façon réfléchie en fonction de plusieurs paramètres. D'accord? Donc les bienfaits, en fait, ça diminue la conduction nerveuse, ça diminue le débit sanguin musculaire et ça diminue l'œdème et la perception de douleur. Donc ça peut diminuer les adaptations à l'entraînement. D'accord? Donc moi j'ai mis dans cette diapo aussi en fait la température recommandée dans les bains de glace et le temps nécessaire. Donc il y a une méta-analyse qui a fait sortir que la température elle doit être entre 11 et 15 degrés et on peut aller jusqu'à 15 minutes après l'effort. Voilà un petit peu les adaptations et l'immersion en eau froide, d'accord, elle ne nuit pas aux adaptations à l'entraînement aérobie, il peut être incorporé comme modalité de récupération si nécessaire. Le bain froid post-exercice augmente la signalisation liée aux mitochondries, modifie à long terme le contenu protéique qui entraîne des adaptations vasculaires intéressantes. Malgré ça, il n'y a pas dans la littérature une preuve tangible à 100% de ce que je viens de dire. Mais on sait très bien qu'il y a ce mécanisme à vérifier et à confronter. Après l'entraînement de force, la récupération par immersion, donc ça je l'ai dit, au niveau des adaptations à l'entraînement de force, donc il faut faire attention et c'est déconseillé après un entraînement de force. Cependant, aucune altération des gains de force n'est signalée chez les athlètes intégrant l'utilisation régulière du bain froid pendant les périodes d'entraînement intensives. Les avantages de la récupération conférée par l'immersion dans l'eau froide peuvent l'emporter sur les effets modérateurs sur la réponse à l'hypertrophie. Alors, la conclusion et les applications pratiques: utiliser l'immersion dans l'eau froide pour accélérer la récupération,
lorsque des performances répétées sont requises dans le cadre de tournois ou de compétitions de plusieurs jours. Lorsqu'on n'est pas en compétition et lorsqu'on a la possibilité de donner aux athlètes de récupérer d'une façon passive, on va pas stopper l'inflammation, on ne va pas retarder les adaptations, et donc il faut les laisser récupérer passivement. Par contre, lorsqu'on est dans une période intensive d'entraînement, et là on doit obligatoirement faire soulager les muscles des athlètes, on peut utiliser les techniques comme la technique d'immersion en eau froide. Alors il y a une technique qui est beaucoup plus coûteuse, d'accord? Une technique qui est beaucoup plus coûteuse, qui est la cryothérapie, qui coûte un peu plus cher, c'est à l'azote liquide, et en fait c'est une technique très utilisée dans le haut niveau, et ça demande beaucoup d'argent. Et je vais vous montrer après, donc ça, c'est les effets positifs, c'est-à-dire il y a énormément d'effets positifs. Par contre, lorsqu'on a comparé les nageurs élites entre deux conditions, d'accord, la cryostimulation et pas de cryostimulation, on a montré que la cryostimulation quotidienne du corps entier, elle améliore la qualité de la récupération des nageurs en préservant la quantité de sommeil et en prévenant l'augmentation de la fatigue perçue. C'est surtout aussi un effet nerveux qui est très important. Je vais passer à la dépôt d'après, parce que comme ça je ne vais pas, le temps, je sais que le temps imparti n'est pas très important. Alors, on a comparé un protocole, on a fait l'immersion en eau froide, du bain de glace, à la cryothérapie. Donc ça c'est une étude qui a été menée à Lille, d'accord? Et en fait, ils ont constaté à la fin que l'immersion dans l'eau froide peut être plus efficace pour accélérer les cinétiques de récupération que la cryothérapie du corps entier, après un dommage musculaire induit par l'exercice. Et en fait, cette conclusion nous permet de dire, même si on n'a pas les moyens d'utiliser la cryothérapie, on peut utiliser les bains de glace lorsqu'on en a besoin et lorsque vraiment c'est utile pour nous. D'accord? Donc ce n'est pas obligatoire d'avoir l'azote liquide ou bien cette machine qui coûte très cher, et on peut utiliser les bains de glace lorsqu'on a besoin et d'une façon consciente et lorsqu'on l'a programmé. D'accord? C'est-à-dire que nous, on est conscient que, par contre, il ne faut pas l'utiliser d'une façon intensive, parce que si on l'utilise tout le temps, on va un petit peu, surtout pour les entraînements de force, on va diminuer les adaptations au niveau force. D'accord? Il y a aussi les techniques où on utilise les vêtements de compression. D'accord? Et ces vêtements, en fait, ont montré un effet positif qui est limité, certes, avec une amélioration du temps limite, une amélioration de l'économie de course, et une amélioration de la perception de l'effort, et aussi au niveau, on a moins de dommages musculaires et d'inflammation. Mais pas d'effet sur ces paramètres-là, qui sont les paramètres de l'endurance. Alors, l'effet positif important, diminution de la douleur post-exercice dans les jambes, et diminution des douleurs musculaires post-effort retardé des DOMS. Donc, maintenant, il y a beaucoup d'athlètes qui s'entraînent avec ces vêtements, et c'est intéressant, avec des effets positifs et des effets négatifs. D'accord? Bon, je vais passer parce que j'ai d'autres choses à vous présenter. Voilà, les étirements maintenant, en fait, c'est débattu. En fait, les étirements passifs, les étirements activo-dynamiques, vous avez entendu parler des étirements ou pas? Et est-ce que vraiment on peut utiliser ces étirements avant, après les entraînements, en fait, il faut faire attention parce que, en fait, pour moi, j'ai été énormément avec des joueurs de haut niveau, surtout en volleyball, où c'est un sport de puissance, et les joueurs, en fait, ont besoin de s'étirer. Alors, scientifiquement parlant, il y a des limites, c'est-à-dire qu'on peut leur dire, faites attention lorsqu'on fait des étirements, surtout pour la chaîne antérieure, et lorsqu'on a besoin de rigueur musculaire, parce qu'on a besoin de la puissance, il faut garder en fait cette rigueur, il ne faut pas étirer énormément le muscle. Par contre, la chaîne postérieure,
C'est la chaîne où vraiment on peut l'étirer. C'est pourquoi, par exemple, les ischio-jambiers, la partie lombaire, tout ça, il faut vraiment l'étirer. Ce n'est pas un problème parce que cette chaîne antérieure, lorsque les muscles, cette chaîne postérieure, lorsque les muscles antérieurs font un petit peu des contractions très importantes de vitesse ou bien en explosivité, et bien la chaîne postérieure, c'est elle qui va suivre. Donc, obligatoirement, la chaîne postérieure, elle doit être bien souple et bien étirée, et elle est capable de répondre positivement à ces sollicitations explosives. Voilà. Donc, je passe, j'ai tout dit. Voilà. Il n'y a pas de preuve par rapport à l'étirement et les blessures, il n'y a pas encore des preuves. Alors, la stimulation électrique, parce que j'ai tenu à vous montrer en fait le travail sur la stimulation électrique, parce que le courant est peut-être un moyen de récupération. En fait, on a montré que des avantages physiologiques potentiels de l'électrostimulation qui peuvent être maximisés s'il est combiné à des contractions dynamiques volontaires, c'est-à-dire il y a une co-contraction qui peuvent être maximales ou submaximales, mais dans le cadre de la récupération, on peut avoir une contraction submaximale et on peut augmenter le débit sanguin, d'accord, c'est très intéressant. Elle est utilisée dans les sports de contact et de poids pour réduire les signes de symptômes de dommages musculaires et elle est administrée à basse fréquence mais pendant de longues périodes. On a conduit un travail qui a été accepté à Journal of Athletic Training et ce travail, en fait, on a comparé 3 protocoles de récupération après un effort isocynétique avec une récupération passive ou bien une récupération active, une récupération avec de l'électrostimulation. Dans les 3 cas de vitesse, d'accord, on a l'électrostimulation où on a le moins de déficit entre avant et après l'effort isocinétique. Et donc l'électrostimulation est une alternative très intéressante pour la récupération post-exercice. Donc pourquoi pas, lorsqu'on fait une compétition de judo par exemple, de donner, lorsqu'il y a des rounds, énormément de rounds, c'est-à-dire mettre chez le judoka ou l'athlète, pendant la journée, il y a énormément de matchs, et bien entre les matchs, il faut lui donner la possibilité de récupérer activement avec la stimulation électrique. D'accord? Moi, j'ai conseillé ça, par exemple, à nos athlètes, ceux qui vont aller au taekwondo. On a 4 athlètes qui sont en Tunisie, qui sont qualifiés pour le championnat, pour les Jeux Olympiques, et ils vont utiliser la stimulation électrique, d'accord, pour la récupération. Donc, c'est une technique très efficace et pour éliminer les déchets, améliorer le débit sanguin local et améliorer le drainage. Alors, récupération passive active versus récupération passive, on voit très bien que lorsqu'il y a 2 matchs, par exemple, lorsqu'il y a une récupération au niveau du lactate plasmatique, on a une meilleure récupération avec la récupération active, d'accord, on a moins de lactate plasmatique, c'est-à-dire qu'on a réussi à résolver, à éliminer le lactate, d'accord, alors que lorsqu'on est sur une récupération passive, c'est moins important. Voilà. Donc ça aussi, c'est par rapport à la restauration du glycogène et la récupération active permet une meilleure restauration du glycogène musculaire. Dernière diapo, et dans cette dernière diapo, comme j'ai commencé la première diapo pour montrer que l'entraînement, il faut une planification, il faut une intensité, un volume, ainsi de suite. La récupération aussi, maintenant, il faut la programmer. Comme on programme l'entraînement, on doit programmer la récupération. C'est-à-dire, on parle aujourd'hui de la périodisation de la récupération. Pourquoi pas, c'est quoi l'intensité, par exemple, si on a une récupération active ou passive. Active, ça veut dire qu'elle est à combien? Il y a des études qui ont montré, par exemple, chez les coureurs, qu'à 30% de la VO2, c'est une récupération intéressante. Quand est-ce qu'on va programmer cette récupération? La fréquence de faire des bains de glace, par exemple, quel type de récupération? Donc aujourd'hui, on doit donner énormément d'importance à la récupération
pour égaler le tandem entre charge et recovery ou bien load and recovery pour obtenir ce qu'on appelle la surcompensation ou bien l'amélioration de la performance sportive. Je vous remercie pour votre attention. Donc, merci Neta pour cette présentation et d'avoir respecté le débat. J'ai respecté. Oui. Donc, il est temps. On passe à la dernière conférence de la journée, donc, qui va être présentée par notre cher professeur Hassan Zouhal. Elle est intitulée, il va nous parler